C'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Vous savez, cette émission a pour objectif de vous aider à mieux comprendre l'actualité, mais également Starcom est le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Et dans cette émission, nous parlerons de la gestion de la pandémie du Covid-19 qui sévit à travers le monde. Il faut rappeler tout simplement qu'à la date du 16 mai 2020, la Guinée a enregistré 69 cas nouveaux du Covid-19 suite à des tests effectués sur 355 personnes. Au total, le pays compte 2727 cas confirmés de malades de Covid-19 pour un total de 1183 guéris avec 16 décès hospitaliers. En Afrique de l'Ouest, la Guinée occupe la 3e place des pays les plus touchés par la pandémie après le Ghana et le Nigeria. C'est dans ce contexte que le président Alpha Condé, dans une adresse à la nation le vendredi 15 mai 2020, a annoncé une prolongation d'un mois de l'état d'urgence sanitaire avec un allègement de couvre-feu dans la capitale Conakry et sa levée entière en province. Les mesures sur l'interdiction de circulation entre Conakry et la province, la fermeture des lieux publics, des écoles, des universités et le port obligatoire des masques, quant à elles, restent maintenues. Ces mesures édictées par le chef de l'État dans cette autre adresse à la nation restent diversement appréciées à Conakry. Et pour en parler, pour parler de la gestion de cette pandémie et son impact sur la Guinée, nous avons en ligne l'honorable Fodé Mohamed Souma. Il est le président de la GECI. Honorable, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour à vous, bonjour à vos nombreux auditeurs. Alors, honorable, on va commencer avec vous par cette première question. La grosse interrogation qu'on a en tant qu'observateur, c'est de savoir les raisons qui ont poussé l'Assemblée nationale à voter cette loi portant sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, étant donné qu'il y a des conséquences qui ne sont pas à démontrer de cet état d'urgence sanitaire sur la vie des populations. Qu'est-ce que explique la démarche de l'Assemblée nationale? Elle est toute simple, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de la santé publique, lorsqu'il s'agit de la survie de toute une nation, on se doit de prendre des dispositions, des décisions, et cette prolongation va dans ce sens. Nous regrettons l'absence de mesures d'accompagnement réelles de la part du gouvernement. Donc nous venons à peine de nous installer et nous avons du mal à pouvoir interpeller les autorités, poser des questions au gouvernement. Mais entre-temps, je crois qu'on doit aussi prendre nos responsabilités qui est de protéger le peuple de Guinée. Et c'est ce que nous essayons de faire. Alors, forcément, vous avez votre avis sur la gestion de la pandémie en Guinée, d'abord en tant que député, mais également président des partis. Quelle lecture faites-vous de la gestion du Covid-19 par nos autorités depuis son apparition au mois de mars dernier en Guinée? Moi, je trouve qu'il y a une certaine forme de laxisme. Dès le début, nous avons dit qu'il fallait confiner Conakry, pas confiner les populations, mais couper Conakry du reste du pays. Ça, c'était la première mesure. La deuxième, fermer les frontières. La troisième, faire en sorte que vraiment le confinement, qui est difficile mais pas impossible, chez nous, les risques soient minimisés. C'est-à-dire, les enfants sont à la maison, éviter les regroupements, faire en sorte que les activités globales dans l'espace national soient réduites au minimum. Mais on n'a pas été suivi. Et il fallait aussi des mesures d'accompagnement parce que nous sommes dans un pays où les gens vont chercher ce qu'on appelle la pitance quotidienne. L'État se devait de pouvoir s'organiser très rapidement. Nous avons eu le malheur et en même temps la chance d'avoir connu une première pandémie avec Ebola. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a retenu comme leçon? Quand je vois que ce n'est que maintenant qu'on crée un conseil scientifique, je dis mais qu'est-ce qu'on a retenu? Où sont les steps qui nous auraient permis de bloquer l'avancée de cette pandémie? Où sont les masques?
Où sont les kits sanitaires? Où est le protocole qui nous aurait permis tout de suite d'être efficace? Pour moi, c'est une faillite de ce gouvernement incompétent qui n'a pas pu prendre la mesure de la dangerosité de la situation et surtout prendre le courage de certains actes. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit de vraiment l'hygiène publique, on se doit de ne pas être regardant. On regarde l'intérêt de la majorité, comme ça s'est fait en Europe, comme ça s'est fait en Amérique du Nord, et on prend des décisions rationnelles. Ceux qui pensent que les Guinéens n'allaient pas respecter les distanciations, mais se sont trompés. Ceux qui pensaient que les Guinéens n'allaient jamais accepter de mettre des masques se sont trompés. Même en voiture, partout. Eh bien, je vous dis, quand il s'agit de la santé publique, eh bien, les Guinéens, sachant que ce gouvernement a failli, ont pris leurs dispositions et c'est à nous maintenant, les députés, de les accompagner, faire en sorte que les mesures qui sont prises soient appliquées sur le terrain. Alors, honorable Souman, il faut également s'interroger sur l'état d'urgence sanitaire annoncé par le président Alpha Condé, parce qu'il y a beaucoup de mesures annexes qui font partir de cet état d'urgence sanitaire. Alors, de votre égard, est-ce que ces restrictions annoncées en termes de limitation du nombre de places de passagers, il y a également le couvre-feu désormais qui est limité seulement à Conakry, il y a ce confinement de Conakry qui a fait l'objet de tollés du côté de Koya. Est-ce que ces mesures-là sont nécessaires étant donné que le nombre de cas de contamination ne fait que grimper? Toutes les mesures sont nécessaires, mais sont-elles bonnes? Sont-elles ajustées? C'est ça la question. Toute mesure qu'on prend dans le cadre pour combattre cette pandémie, moi je ne suis pas tant. Quand le gouvernement a pris certaines dispositions, j'ai applaudi des deux mains, même si pour moi c'est insuffisant. Il faut les encourager. Il faut faire en sorte que nous puissions aller de concert. Il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour s'opposer, il y a un temps aussi pour le patriotisme, pour l'unité nationale, l'union sacrée. Et moi, je suis sur ce terrain. J'en ai fini avec les critiques, avec les insuffisances. Ce que je veux, c'est des propositions. Ce gouvernement doit aujourd'hui accompagner les gens qui cherchent leur puissance quotidienne. Je veux parler des marchés. Vous ne pouvez pas limiter le nombre de personnes dans les voitures et permettre la propagation dans les lieux publics. C'est pas possible. Comme le faux débat qu'il y avait pour la réouverture des mosquées, des lieux de culte. Mais c'est inadmissible, c'est même irresponsable de vouloir reprendre la prière commune alors que nous savons que ce serait une façon de propager la maladie dans les familles. Donc il faut qu'on sache raison garder et qu'on aille à l'essentiel. Aujourd'hui, moi, mon problème, c'est comment faire en sorte que les enfants reprennent le chemin de l'école plutôt que les religieux prennent le chemin des lieux de culte. Mon problème aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette pandémie s'éloigne de ce pays pour que nous puissions aller à l'essentiel. Au-delà de la pandémie. Que dites-vous alors de ceux qui mettent en corrélation l'ouverture des mosquées, notamment à la rentrée parlementaire, parce qu'ils estiment que vous, députés, vous avez accepté notamment de prendre fonction en cette période de crise et c'était au-delà de 20 personnes, ce qui était interdit par les autorités. Donc, est-ce que vous ne trouviez pas anormal que pendant qu'on empêche les citoyens de prier dans les mosquées, au même moment, vous, députés, vous vous rencontrez à plus de 50 personnes et vous vous siégez après pour entrer en fonction? D'accord. Donc, je puis vous assurer, là, nous étions tout de suite en réunion des présidents. Je puis vous assurer que tout est respecté sur le bout des doigts. Ce qui serait impossible de garantir dans les lieux de culte. La distanciation est respectée, le lavage des mains, le port intégral du masque. Tout est fait pour que nous puissions travailler dans la sécurité, dans la sérénité. Le jour de l'ouverture inaugurale, je puis vous assurer qu'il fallait montrer patte blanche pour avoir accès à l'hémicycle,
avoir accès même dans la cour du palais. Donc, ce sont des mesures qu'il est possible de prendre pour une Assemblée nationale, pour même une centaine de personnes. Mais on ne peut pas appliquer ces mesures dans les lieux de culte. Vous ne pouvez pas demander aux gens dans les mosquées de respecter la distanciation. Ils ne le feront pas. Donc mieux vaut empêcher. Vous demandez aux gens dans les voitures, les policiers maintenant s'y sont mis, il y a 4 personnes. Mais jusqu'à présent, on voit des brebis galeuses, des récalcitrants, 3 personnes sur une moto, 5, 6 personnes dans un taxi, mais ça tend à disparaître. Donc tout ce qu'on peut contrôler, moi je suis pour la permissivité. Si aujourd'hui dans les écoles, on pouvait avoir des kits, distribuer des masques, faire en sorte que ceux qui viennent le matin ne reviennent pas l'après-midi, etc. Moi je plaiderais pour que les enfants retournent à l'école. Honorable Souma, on va revenir sur la question des écoles. Alors que dites-vous de cette dernière rencontre des députés par rapport notamment à cette loi portant prolongation de l'état d'urgence sanitaire? Selon les informations qui sont bel et bien vérifiées, il n'y avait qu'un seul micro ces jours-là pour les députés, pour notamment s'exprimer. Est-ce que ce que vous dites là comme mesures sont prises, est-ce qu'elles sont effectives? Alors, comment est-ce que expliquez-vous cela que l'Assemblée ne dispose qu'un seul micro pour 114 députés? Je vous assure, vous avez des collègues qui assistent aux travaux, mais posez-leur la question. L'endroit peut prendre plus de 700 personnes. Et donc, on a aménagé. Non, je parle. Pour 500 personnes. Honorable, je ne sais pas si vous me comprenez. Je parle désormais de la cérémonie portant prolongation de l'état d'urgence sanitaire qui s'est passé récemment. Il n'y avait qu'un seul micro pour tous les députés. Pardon, je n'ai pas entendu la fin. Je parle de la rencontre qui s'est passée dernièrement à l'Assemblée nationale portant prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Oui, j'y étais, Il n'y avait qu'un seul micro disponible, un seul micro baladeur disponible pour tous les députés. Vous savez, il y a une forme d'amateurisme que nous vivons dans cette Assemblée. On a l'impression que l'Assemblée nationale vient de démarrer. Cette 9e législature. Par exemple, je vous donne une primeur, une information. Nous sortons d'une réunion pour la digitalisation de l'Assemblée. Nous sommes la seule Assemblée nationale de la sous-région qui n'avait même pas de site Internet. C'est pour vous dire le retard que nous avons accumulé. Aujourd'hui, n'importe qui est capable de pouvoir doter cette Assemblée de micros. Là, on était dans la salle des actes. Chaque personne a un micro. Mais ça c'est pour une centaine de personnes. Et donc, il faut faire la même chose dans l'hémicycle. Mais ce n'est pas adapté pour ça. C'est une salle de spectacle. Il faut savoir que nous ne sommes pas chez nous. Eh bien, quand nous serons à Coloma, soyez sûrs que tout sera fait pour que chaque député soit autonome. Mais nous sommes dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Donc, il n'y a pas de micro installé devant les bureaux comme dans la salle des actes ou là où nous étions dans l'hémicycle. Donc, sincèrement, soyez sûrs que nous ferons en sorte que, en tout cas, s'il y a un malade parmi nous, qu'il soit écarté de facto et que la maladie ne puisse pas se propager. C'est tout simplement parce que nous avons des installations qui ne sont pas adaptées. Sinon, là où ça a été fait, là où nous avons travaillé ce matin, chaque personne a son micro, les distanciations sont respectées, etc., etc. Alors, honorable, vous restez en ligne et nous, on revient sur ce plateau pour repartir avec un élément de reportage que vous pouvez bien évidemment suivre avec nous, consacré notamment à ces citoyens qui sont partagés entre le confinement et l'état d'urgence sanitaire en Guinée. On revient juste après avec vous. Mais vous restez en ligne, honorable. Face à la propagation fulgurante du coronavirus en Guinée, des appels se multiplient pour le confinement total de Conakry, le foyer de l'épidémie dans le pays. Une approche partagée par Mamadi Mansaré, hanté par la psychose du coronavirus. Il sera nécessaire non seulement
de confiner la région de Conakry, mais aussi d'élargir les centres de traitement et recruter le personnel soignant aussi. Sinon, on ne voit pas de suite favorable, puisque aujourd'hui, toutes les activités sont à l'arrêt, bon, c'est pas facile, et que l'État prenne toutes les dispositions au niveau des centres de traitement, au niveau des structures qu'ils ont mises en place, pour qu'on puisse réellement juguler ce problème. Confiner Conakry est certes une des solutions pour rompre la chaîne de transmission du coronavirus en Guinée. Mais pour Seydou Mbaye, un autre citoyen, le véritable problème demeure le quotidien de la population. Un quotidien qui rime avec la course à la survie. C'est très dur, surtout encore cette période de Ramadan. Les gens sont en train de gêner, il y a beaucoup qui ont perdu leur activité, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Si on dit encore de confiner tout Conakry, alors si ça y va dans notre intérêt sur le plan de la santé, moi personnellement, je vais y adhérer. Je suis pour, mais quand cela ne tienne, l'État aussi doit accompagner les gens pour qu'on puisse aussi respecter les règles, Le débat perdure et d'autres concitoyens non des moindres préconisent l'évolution des mentalités. C'est le cas du député Mohamed Lamine Kaba qui, pour confiner Conakry, exige avant tout le respect des mesures sanitaires dues au coronavirus. Lorsqu'on confine Conakry et que les mesures ne sont pas respectées, je crois que ça sera la même chose. Donc le plus important, ce n'est pas seulement de confiner, mais c'est de respecter les instructions qui ont été dictées par les professionnels de la santé. Qu'on mette en place une brigade de sécurité en vue de traquer ceux qui sont positifs et qui refusent de se présenter dans les centres pour pouvoir atténuer cette crise. Dr Amadouba est le premier responsable du service diabétologie de Donka. Conscient de la menace qui pèse sur la Guinée et sur les diabétiques, sa préférence est tout simplement le confinement. Il faut garder la distanciation entre les gens, il faut se laver les mains comme indiqué, il faut éviter de se saluer, il faut se confiner, il faut rester à la maison. C'est le seul moyen qui va nous permettre d'éviter cette maladie-là. Surtout quand on est fragile, on est diabétique, on est hypertendu, on est obèse. Je crois que le message là, ça doit être un message universel que tout le monde doit comprendre. Pendant ce temps, la crise sanitaire affecte chaque jour le quotidien des Guinéens. À la date du 4 mai 2020, l'on a dénombré 1710 cas confirmés au coronavirus, dont 9 décès en Guinée. De retour sur ce plateau dans cette émission avec notre invité, honorable Fodé Mohamed Souma, qui est toujours en ligne. Alors, honorable, on va parler désormais de cette gestion. Aujourd'hui, au regard de la situation qui prévaut, il y a un manque sérieux, notamment de coordination entre l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le ministère de la Santé et pourquoi pas le Conseil scientifique. Mais on me fait signe qu'il n'est pas en ligne. Alors, je rappelle tout simplement que nous sommes dans cette émission consacrée essentiellement à la riposte. Alors, honorable, je disais tantôt que il y a aujourd'hui un véritable problème de coordination dans la gestion de la lutte contre le Covid-19. On a vu cette sortie de Dr Sakoba qui apparemment n'a pas du goût par rapport à cette recommandation faite par le Conseil scientifique. Vous, en tant que député et homme politique, comment est-ce que vous jugez cette coordination aujourd'hui de l'État guinéen dans le cadre de la lutte contre le Covid-19? La coordination, elle laisse à désirer. Quand je vois que même l'opposition n'a pas été consultée par le pouvoir, ça prouve qu'on est toujours en politique, alors que dans tous les États, dans tous les pays, le pouvoir s'est concerté avec l'opposition, avec le Parlement, c'est-à-dire que l'unité d'action est indispensable dans le cas d'espèce. Mais ici, on va voir le gouvernement qui veut tirer la couverture, la NSS, chacun veut être ceci, chacun veut être ordonnateur de cela, chacun tire la couverture, alors que c'est le moment où tout le monde devrait se mettre ensemble. Au Sénégal, le pouvoir a discuté avec l'opposition, avec les institutions pour s'accorder. Ici, on est toujours en guerre entre les uns, les autres, et c'est vraiment regrettable. J'ose espérer en tout cas que le président de la République, qui est au-dessus de tout ça, prendra ses responsabilités afin que les sanctions tombent
pour les malveillants, afin de faire en sorte que celui qui est incapable, vous ne pouvez pas, comme il l'a fait tout dernièrement, critiquer et sans sanction. Lorsque vous critiquez, c'est pour changer les hommes et les femmes. Mais ce n'est pas se limiter au constat et être désarmé en aveu d'impuissance. Je crois que quand quelqu'un n'est pas capable, il faut le remplacer. Alors, honorable, cette dernière question, avec les conséquences ou l'impact de ces mesures restrictives qui rentrent dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire aujourd'hui sur la vie de la population, est-ce que vous ne craignez pas, en tant qu'homme politique, qu'un éventuel soulèvement des populations vis-à-vis notamment de toutes ces difficultés aujourd'hui rencontrées par les citoyens? Ça, c'est la première. La dernière, qu'est-ce que l'État devrait faire pour notamment assouplir le quotidien des Guinéens aujourd'hui qui se trouve notamment être partagé entre la peur du Covid-19 mais également le quotidien parce qu'il faut vivre? Vous savez, avant de prendre une décision, il faut envisager les mesures d'accompagnement. Oui. Afin que lorsque la décision passera, que la pilule soit moins amère. Aujourd'hui, aucun État n'a les moyens de sa politique de riposte. Personne. Mais les gens sont en train de tomber dans des déficits abyssales. Tout le monde est en train de se battre pour sa population. Eh bien, ici, il aurait fallu commencer par les mesures d'accompagnement. Parce que nous sommes dans un état où le secteur informel prédomine. 80% de l'activité. Vous ne devez pas vous focaliser sur les entreprises, sur les sociétés, non, vous vous focalisez d'abord sur le plus grand nombre qui est la population. Qu'est-ce que je fais pour soulager mon peuple? Qu'est-ce que je fais pour les gens qui sont obligés d'aller au marché tous les jours? Qu'est-ce que je fais pour dans tel et tel secteur? Les gens sont obligés de sortir. Comment les confiner? Regardez ce qu'a réussi la Sierra Leone. Parce qu'eux, ils ont eu l'expérience d'Ebola. Est-ce que vous entendez parler de la Sierra Leone? La Mauritanie, 0 cas. Mais c'est parce que les gens ont une capacité d'anticipation et de réponse appropriée. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas d'aider les entreprises. C'est d'abord de soulager la population. Il y a combien d'entreprises par rapport au secteur informel? Et puis, les conséquences économiques. À quel moment ce gouvernement incompétent est en train d'anticiper sur les mesures à venir? Parce que derrière la pandémie, il y a la crise économique qui va venir. Après la crise sanitaire, ce sera la crise économique. Quand on a déjà un premier ministre qui joue les pleureuses en disant l'aide reçue est insuffisante, mais ça veut dire que rien n'est prévu pour soulager le peuple. Ouais. Un pays qui importe plus de 80% de ces choses, toute notre nourriture, tous nos effets viennent d'Europe et de la Chine. Comment la Guinée va s'en sortir? Que vont devenir les Guinéens? Voilà les questions existentielles auxquelles devrait répondre ce gouvernement incapable, et surtout dans la prévision. Mais non, on va attendre le dernier moment pour s'asseoir et se dire on n'a pas les moyens, on est désarmé, on va demander de l'aide, alors que de l'autre côté, on va crier comment dirais-je, l'indépendance du pays, la souveraineté du pays. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas des personnes capables de mettre le doigt sur les problèmes et d'apporter un début de solution, nous n'irons nulle part. Avec ce gouvernement, nous n'irons nulle part. Et je crois que le plus dur est à venir. Parce qu'après la crise sanitaire, comme je vous l'ai dit, ça va être une crise économique terrible. Le monde entier est déjà dans la panade. Au moment où nous parlons, toutes les économies sont par terre. Ce n'est pas pour rien qu'en Europe, en Amérique, ils sont en train d'anticiper. Ils sont en train de réactiver le processus du tissu économique. Mais, honorable, nous sommes un peu pris par le temps. Alors, cette question, parce que tout à l'heure, je vous ai interrompu sur la question
d'une éventualité d'année blanche en Guinée, qu'est-ce que l'État devrait faire en 1 minute sur la question afin d'éviter une année blanche au pays? Ça me rappelle notre ministre qui disait qu'on allait faire comme l'Europe, les enfants allaient étudier à distance. C'est se moquer des Guinéens, se foutre la gueule de notre intelligence, que de penser qu'aujourd'hui, 90% des ménages sont équipés, etc. Non. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce que l'État devrait faire, c'est enrayer la propagation. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on fasse appel à l'armée la journée pour mettre l'ordre et la discipline. Moi, mon problème, c'est que les enfants retournent à l'école. C'est pas que les gens aillent prier à la mosquée. Parce que les gens peuvent prier chez eux, mais personne ne peut étudier chez soi. Donc mon problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir remettre les enfants à l'école. Comment décaler déjà le programme de fermeture. Les enfants n'auront même pas besoin de vacances cette année parce qu'ils en ont suffisamment eu. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les enseignants du privé qui tirent le diable par la queue? Qu'est-ce que cet État incapable est en train de projeter pour nous éviter une année blanche? Eh bien, vos questions sont pertinentes et j'espère que ce sont des réponses et des débuts de solutions qui nous permettront de sauver l'année blanche, de venir au secours des enseignants et de faire en sorte que la Guinée ne puisse pas trop souffrir de la situation économique qui va plonger le pays dans l'austérité, parce qu'au moment où nous parlons, toutes les économies sont déjà par terre. Merci, monsieur honorable Fodé. Mohamed Souma, vous êtes député à l'Assemblée nationale, mais également président de la GESI. Tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci et du courage. Merci, c'était l'intervention de l'honorable Fodé Mohamed Souma sur la question de la gestion de la pandémie en Guinée. Et nous arrivons à la fin de cette émission. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. J'espère tout simplement que votre temps précieux que vous avez pris pour nous suivre dans cette émission vous a permis de déceler le contour de cette gestion de du Covid-19 en Guinée. Surtout, ne zappez pas, restez sur la télé du 21e siècle, car le meilleur reste à venir.